Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Maybe Planet. Alors nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. À notre habitude, en funambule du possible et du peut-être, nous essaierons, armés de notre libre arbitre et de notre discernement, de garder notre équilibre pour ne pas basculer dans la croyance aveugle ou dans le déni péremptoire. Voilà, je vais laisser la parole à Julie qui va nous présenter et animer ce nouveau format d'émission. Julie, c'est à toi. Tout à fait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc effectivement, aujourd'hui, on inaugure avec vous donc un tout nouveau format d'émission, donc émission régulière qui se nomme Zen Planet, tout simplement. Donc le principe de Zen Planet est basé sur le développement personnel afin d'en aborder ces différentes formes et alternatives. Donc surtout, vous n'hésitez pas à nous faire part de vos idées et de vos remarques. Pendant que j'y suis, j'en profite également pour vous rappeler le petit pouce bleu, évidemment, le partage de la vidéo si vous l'avez aimé. Et si vous souhaitez aller plus loin, en nous donnant un petit coup de pouce, hein, un vrai cette fois-ci, vous allez donc sur notre Tipeee et je vous en remercie d'avance. Donc aujourd'hui, pour nous accompagner dans ce nouveau format, Géraldine et Pascal, hein, donc j'espère que vous allez bien. Au top, oui, au top. Ravi de t'accompagner dans cette émission. De même. Donc, si vous nous suivez régulièrement, vous devez certainement vous dire que notre invité ne vous est pas inconnu. Eh bien non, donc vous avez raison, notre invité c'est Sylvain. Bonjour Sylvain, comment vas-tu? Eh bien, bonjour Julie, bonjour Pascal et Géraldine, je vais très bien. Très heureux d'inaugurer ce nouveau format. Ravi également. Donc Sylvain a fait et continue de faire un travail remarquable pour le Maybe Planet. Et franchement, Sylvain, au nom de toute l'équipe, je t'en remercie. Énorme, énorme travail. Et on en profite, Sylvain, oui, Christine, pour faire un bisou bien sûr à Christine aussi, qui regarde cette émission. Et Sylvain et Christine font un travail incroyable au quotidien. C'est pas qu'une fois de temps en temps, c'est vraiment au quotidien. Et merci à Sylvain et à Christine. Exactement. Donc Sylvain, tu inaugures cette première émission avec nous car tu es magnétiseur, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Donc je suis magnétiseur, on pourrait dire aussi énergéticien. En Belgique, on dit aussi rebouteux professionnel et je suis aussi coupeur de feu. Voilà. Ah. Donc, dans un premier temps, si tu le veux bien, je vais te demander de te présenter et de nous parler de ton métier. Donc je m'appelle Sylvain Perrella, donc je suis français, résident en Belgique, voilà, j'ai 51 ans. J'ai un cabinet à Namur où je reçois les après-midi en semaine. Les personnes que je reçois pour des consultations de magnétisme sont un tiers d'hommes, 2 tiers de femmes, c'est à peu près tous les âges, des adultes, des enfants, des adolescents aussi. Les 3/4 ont entre de 30 à 70 ans. Ils viennent souvent pour plusieurs problèmes et c'est souvent lié à la fatigue, les douleurs et l'anxiété. Voilà. Au niveau du statut, je suis indépendant à titre principal. Je suis déclaré, je paie les charges, les impôts et la TVA. Voilà. Avant d'être magnétiseur, j'étais ingénieur dans le domaine de l'économie circulaire. J'ai exercé pendant presque 20 ans. Et puis, cette vocation s'est révélée. Donc, je n'ai pas cherché, en fait, à devenir magnétiseur. Mais justement, quand et comment, en fait, as-tu découvert ton don, finalement? Alors, en fait, je suis intéressé bien sûr par les mystères, par l'inexpliqué, la spiritualité depuis l'enfance. J'étais un enfant hypersensible, très connecté avec, voilà, avec la nature, l'univers. J'ai eu des expériences de perception extrasensorielle et j'ai expérimenté de nombreuses approches techniques. Je suis allé dans différents pays, en Écosse, en Inde, au Brésil, voilà, où j'ai pratiqué la méditation, le yoga, expérimenté les énergies subtiles. Voilà. Et c'est à l'occasion en fait d'une pratique intense de méditation sur le cœur énergétique, que cette capacité s'est révélée tout simplement. Alors c'est en présence d'un ami, un ami qui sortait de sa voiture et qui malheureusement a laissé la main dans la portière. Voilà. Il avait plusieurs doigts écrasés, entre autres le pouce index. Et à ce moment-là, il s'est passé un phénomène inexpliqué. J'ai eu à la fois les mains qui se sont mises à chauffer et le cœur énergétique. Et je me suis senti tout simplement
de entourer mes mains autour, entre autres, de son pouce qui était méchamment écrasé et endolori. Voilà. À son niveau, il a rapidement senti donc une chaleur et que la douleur s'estompait. Je suis resté à peu près 1-2 minutes comme ça. Voilà, donc ça allait déjà mieux. Et le lendemain, quand je l'ai recontacté, donc il était très surpris parce que en fait, il souhaitait faire du ski nautique. Il avait besoin donc d'utiliser bien sûr les deux mains et il craignait d'être arrêté pendant 2-3 semaines. Et en fait, dès le lendemain, à nouveau, il avait pleinement retrouvé en fait l'usage de son pouce et de sa main. Voilà, donc en fait, c'est cet événement qui m'a montré, j'ai envie de dire malgré moi, qu'il y avait cette nouvelle faculté, qui était une faculté tout simplement de soulager par imposition des mains. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore vraiment ce que c'était et j'ignorais que c'était même du magnétisme. C'était instinctif en fait pour toi. C'était venu naturellement. C'était quasi automatique, si je peux dire ça comme ça. C'était naturel pour toi de faire ça. Voilà. À ce moment précis. Ouais. Voilà. C'est venu comme un élan, comme de l'intérieur, une force qui m'a conduit à faire ça, tout simplement. D'accord. Voilà. Et c'était la première fois, bien sûr. Géraldine, tu as peut-être une question à poser à Sylvain par rapport à ça. Et après, donc, tu as fait comment? Tu as voulu développer ce don? On peut dire un don, hein, Voilà, alors comment en effet j'ai intégré ça dans ma vie de tous les jours par la suite? Oui. Alors j'ai d'abord cherché à comprendre, parce que j'étais le premier surpris de ce qui se passait, donc je me suis documenté, j'ai lu un certain nombre de livres, il y a beaucoup de témoignages de magnétiseurs, il y a aussi des guides, il y a des méthodes pour apprendre à magnétiser, et je me suis aussi beaucoup entraîné à transmettre de l'énergie par les mains, en quantité et sur une longue durée. Et en même temps, j'ai commencé à aider des proches, des amis, des collègues, ponctuellement. Et à ce moment-là, gratuitement. Voilà comment ça s'est mis. J'ai rencontré aussi d'autres magnétiseurs, parce qu'à un moment, j'ai compris qu'en Occident, on appelait ça du magnétisme. Par exemple, en Orient, en Chine, ce serait plutôt du Qigong thérapeutique, la transmission d'énergie à vocation thérapeutique. Je me suis formé aussi, voilà, j'ai suivi une formation à l'IFTA, l'Institut français des thérapies alternatives à Paris. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai progressé. Donc, dans mon cas, c'est une révélation. Voilà, j'avais 40 ans à ce moment-là. C'était il y a une dizaine d'années. Il n'y a pas eu de transmission familiale parce que pour un certain nombre de magnétiseurs, c'est un grand-père, c'est une tante qui, à un certain moment, donne, explique, transmet le don ou un certain savoir-faire à une personne dans la famille qu'elle a détecté. Ce n'était pas mon cas. Donc ça s'est plutôt révélé, même si par la suite, alors j'ai appris que dans ma famille, il y avait eu certaines personnes qui, l'un était sourcier, l'autre était rebouteux et un troisième magnétiseur. Mais je l'ignorais à ce moment-là. Oui, voilà. Parce que oui, c'est... Ouais. Il y a peut-être des liens familiaux, mais des gens qui ne savaient pas qu'ils l'avaient aussi, parce que toi tu l'as découvert à 40 ans, donc ou même qui n'ont pas voulu le dire, qui l'ont gardé pour eux, c'est possible aussi. Voilà. Ce que je remarque, c'est que en effet, il y a besoin d'une certaine maturité, je trouve, pour pouvoir faire du magnétisme. Dans mon cas, ce que j'observe, c'est que les magnétiseurs ont plusieurs qualités, on va dire qualités humaines, qu'on retrouve. C'est d'abord l'empathie. Voilà, une grande empathie pour les autres, une volonté d'aider, comme un élan naturel, une écoute, bien sûr, une capacité d'écouter en profondeur et avec beaucoup d'intuition, de finesse aussi, et de l'humilité, parce que bien sûr, on est les premiers à reconnaître que ce qui se passe est mystérieux et inexpliqué, même si on le vit régulièrement. Alors par rapport à la foi, en fait, alors le docteur Denis Piot, voilà, qui a fait une thèse sur les magnétiseurs, qui
qui a publié aussi un livre qui s'appelle Le Monde des magnétiseurs, a distingué, lui, 3 types de magnétiseurs. C'est un Français ou c'est un... Oui, il est français, c'est un médecin généraliste de Belfort, il me semble. Et il a distingué trois types de magnétiseurs. La première catégorie, c'est ce qu'il appelle les leveurs de mots. Leveurs de mots, penseurs, faiseurs de secrets, les coupeurs et barreurs de feu, qui, dans beaucoup de cas, utilisent des prières ou des formules. Voilà, c'est ce qu'on appelle le secret. C'était certaines formules, beaucoup à connotation religieuse. Première catégorie. Tu es barreur de feu, toi aussi? Oui, alors je suis barreur de feu, mais j'utilise pas de formule en fait. Ouais, tu n'as pas besoin de formule. Non, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas besoin de formule. Les formules sont juste un support, un support psychologique ou un aide, intermédiaire, c'est ça, une aide à une mise en condition. Un rituel quelque part, ouais. Oui, une forme de rituel, exactement. Donc la deuxième catégorie de magnétiseurs, ce sont plus ce qu'il appelle les magnétiseurs profanes, les rebouteux qui, eux, sont spécialisés sur un ou plusieurs mots. Certains sont spécialisés sur les verrues, d'autres sont spécialisés sur les entorses, et ils n'utilisent pas de formule. Ils transmettent directement de l'énergie, sans avoir appris de manière empirique, ou alors par un savoir-faire familial. Par transmission, oui. Voilà. Et la troisième catégorie, dans laquelle je me retrouve plus, c'est plus les énergéticiens, que lui appelle bioénergéticiens, qui ont une démarche qui est plus structurée, plus globale, qui considère que la maladie est liée à un déséquilibre énergétique et que le magnétiseur intervient pour lever un nœud, un blocage par rapport à ça. Voilà. Passionnant. Comment tu peux définir le magnétisme, en fait? Comment l'expliquer en quelques mots? Et pourquoi ça s'appelle magnétisme d'abord en plus? Voilà. Ouais, c'est pas fou. Alors, pourquoi ça s'est appelé le magnétisme? Parce que quand ça a été découvert, tout simplement, on a constaté que les propriétés que ça manifestait ressemblaient à celles des aimants, même si, on va voir, c'est différent. Voilà. Donc, par similitude, on a appelé ça donc magnétisme. Alors, comment je le définis? Je définis le magnétisme vraiment comme c'est une méthode de soins énergétiques et qui est basée vraiment sur la transmission d'une grande quantité d'énergie et qui est encodée par une intention. Et cette intention, en général, c'est la guérison, c'est l'amour. Voilà. Je te pose une question, mais parce que je t'écoute depuis tout à l'heure. Donc tu nous indiques les qualités empathie, humilité, tout ce que je n'ai pas. Donc, est-ce que tu penses qu'à l'inverse, on pourrait provoquer des difficultés avec quelqu'un en inversant le processus et avec une méthode non pas d'empathie, mais au contraire de volonté de destruction? Intéressant, encore une question. Parce que c'est comme tout, il y a toujours une magie blanche, une magie noire. Si on intègre que les gens peuvent faire du bien, ça veut dire qu'il faut intégrer que des gens pourraient faire du mal. Enfin, c'est assez flippant comme question quand même. Bien sûr, c'est pour ça que l'intention est très importante dans cette pratique. Parce qu'on utilise des forces, bien sûr, qui nous dépassent, mais qui sont très réelles et agissantes. Donc, selon l'intention qu'on y met, on ne va pas obtenir le même résultat. Alors, de quelle énergie on parle, en fait? C'est bien sûr les énergies subtiles, ce qu'on appelle l'énergie subtile, l'énergie vitale. Alors, dans certaines traditions, on peut appeler ça le souffle de vie, le prana, le chi pour les... le prana, c'est en Inde, le chi en Chine, le ki, le mana à Hawaï, voilà. Les traditions ont un mot pour désigner, en fait, ce principe de vie, principe d'énergie subtile. Juste Sylvain, le pilier Djed, le Djed pour les Égyptiens, ça rentre aussi dans cette catégorie ou pas vraiment quand même? Tu sais, cette colonne d'énergie qu'on représente avec différentes couleurs, c'est peut-être autre chose encore. Voilà, alors les Égyptiens avaient un terme, c'est le Ka.
Ils appelaient ça le K. Et j'ai l'impression qu'ils utilisaient certains dispositifs, dont font partie le JED, le Ankh aussi, pour canaliser et amplifier des transmissions d'énergie. D'accord, d'accord. C'est une analyse personnelle. Hein. Voilà. Mais on est dans la même famille quelque part, quoi. Oui. Il y a plusieurs étiquettes, mais pour un phénomène commun. C'est un phénomène universel. On le retrouve dans toutes les traditions. Ce que je constate, c'est que vraiment, l'énergie, elle a deux aspects. Elle a un aspect puissance, quantité, et un aspect aussi information, qualité. Alors, là, bien sûr, je définis avec mes mots. Hein. Ce n'est pas en termes physiques, c'est en termes d'expérience que je qualifie ça. Il faut savoir que le magnétisme, c'est une technique vraiment ancestrale. Hein. Elle remonte à l'Égypte ancienne. On a retrouvé donc sur des papyrus, en fait, une description précise de la technique de magnétisme. Hein. Tout simplement, c'était marqué « Pose ta main sur la douleur et dis que la douleur s'en aille ». C'est un résumé du magnétisme qui associe à la fois un geste, l'imposition des mains, avec une intention, soulager la douleur. Voilà. Et est-ce que ça inclut obligatoirement le soigner? C'est-à-dire, est-ce que toi tu l'as constaté, est-ce qu'il faut une volonté aussi du soigné de se faire soulager ou pas? Voilà, c'est toujours un petit peu la question, ça. Ou est-ce que... Enfin, peut-être j'avance un peu trop vite, mais est-ce qu'il y a des gens qui disaient c'est des conneries, ça va rien faire du tout, et au final qui se sont trouvés soulagés? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est simplement le soigneur, ou est-ce que le soigné doit rentrer dans ce processus d'intégration de la possibilité de soin de l'autre? Alors, une fois de plus, ce que je constate, hein, c'est basé sur mon expérience. C'est sûr qu'on obtient des meilleurs résultats avec une certaine, je dis bien une certaine ouverture, sans que ce soit une croyance, juste une ouverture sur cette possibilité. Oui. Voilà. Maintenant, ça peut fonctionner aussi sur des enfants, sur des bébés, sur des animaux. Sans... Voilà. Donc, alors une personne sceptique peut complètement fermer le processus, mais dans certains cas, j'ai observé aussi des personnes qui ne s'attendaient pas à un résultat, qui ont obtenu ce résultat. J'ai envie de dire, malgré elles. Oui, c'est ça, malgré elles, effectivement. Enfin, en disant ça marche pas et qu'elles se retrouvent quand même soulagées, effectivement. Par exemple, dans le cadre de ton ami qui s'est écrasé la main, j'imagine c'est particulier, t'arrives, tu commences à lui prendre la main, il doit dire oh, qu'est-ce qui nous arrive, quoi. Enfin, tu vois, c'est un petit peu particulier. Enfin, quelle a été sa réaction? Parce que toi, ça a été, comment dire, instinctif, ouais, instinctif, mais enfin, moi, je m'écrase la main, j'ai mal, il y a un pote qui commence à me prendre la main, je dis qu'est-ce que tu fais, toi? Tu vois, c'est un peu particulier, quoi. Il m'a fait confiance. D'accord, voilà, il t'a fait confiance, ouais. Ça s'est passé de manière complètement naturelle. Il m'a fait confiance et rapidement il a senti l'effet. Donc, et ça a duré à peine 2-3 minutes. Donc, ouais, il a senti un bienfait. Donc tu as juste positionné tes mains, tu sans toucher la peau, c'est ça? Et après tu ressens quoi, hein? Une force ou tu sens l'énergie de l'autre? Oui, alors là, par rapport à... Là, on rentre déjà sur comment je vis l'énergie, en fait. Comment se passe un soin. Bien sûr, tout ça, je peux le décrire. Hein. Donc, comment... on a peut-être avant d'aborder cette question, Julie, il y a peut-être des questions justement sur... Oui, j'avais une question sur ce don, on va l'appeler comme ça, représente pour toi, parce que j'imagine que ça a dû changer ta vie radicalement. T'es passé d'un... c'est pas péjoratif, mais d'un ancien Sylvain à un nouveau Sylvain, dans tous les sens du terme, quelque part. Qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui? Je veux dire, ça doit être quand même assez incroyable de vivre avec ça. C'est vrai. Alors, le magnétisme, pour moi, représente en fait, c'est comme un art énergétique interne. Voilà. Comme il y a des pratiquants de certains arts martiaux, c'est vraiment une utilisation de l'énergie, mais dans ce cas-là, dans un but thérapeutique. Voilà. Et
je vis ça en effet vraiment comme c'est une alchimie interne. Alors, je pourrais la décrire hein, vraiment avec différentes phases, la captation, l'encodage, l'intensification, la transmission. Ça demande de l'entraînement. Ce que ça a fait chez moi, ça a bien sûr complètement ouvert une nouvelle vision de la santé. Parce que maintenant, je considère vraiment un corps en bonne santé, c'est un corps qui a suffisamment d'énergie, où l'énergie circule et où elle est bien répartie, tout simplement. Et quand l'énergie alors est perturbée, vient à manquer suite à un stress, un choc émotionnel, des problèmes peuvent apparaître. Voilà, et la maladie s'installer. Alors même si ces maladies n'arrivent pas par hasard, je remarque qu'elles ont souvent un sens par rapport à l'histoire de la personne, hein, comme si le corps nous parle. Et le magnétisme, dans ce cas-là, ça aide vraiment à rééquilibrer, à harmoniser et à réparer la structure énergétique. Voilà, donc le magnétisme est devenu une évidence, une vocation. Voilà, tout simplement. Ouais. C'est super intéressant, mais ça a changé ta vision du monde quelque part. Enfin, je pense, enfin, on se connaît pas très très bien, Sylvain, mais je pense que tu étais quelqu'un d'assez cartésien, d'assez rationnel, ou pas trop quand même. Alors, ce que ça m'a permis en fait, j'ai vraiment accepté ce don, d'autant que une partie de ma vie était consacrée à la spiritualité en fait. J'avais deux chemins. Un chemin plus, on va dire, professionnel d'un côté, et un chemin beaucoup plus personnel de l'autre, parallèle. La découverte de cette capacité de magnétisme a vraiment donné un nouveau sens à ma vie avec une réintégration, une mise en cohérence des deux. Voilà, du professionnel et du personnel. Donc j'ai vécu ça vraiment comme une grande joie, comme une étape où, après avoir beaucoup reçu, parce que j'ai beaucoup appris sur tout ce domaine, j'étais prêt à donner tout simplement. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. On va dire qu'aujourd'hui tu vas au boulot le cœur beaucoup plus léger. Je me sens en effet complet par rapport à ça. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, et puis tu te sens utile aussi surtout. Donc ça c'est quand même, ça n'a pas de prix quoi. Enfin, je dis pas qu'on fait des métiers inutiles, mais bon, voilà quoi. C'est sûr que de se dire qu'on va réaliser des choses sympas, c'est quand même mieux quoi, effectivement. Bon. Non, c'est sûr, c'est sûr. Julie, je te laisse. Et je voulais savoir comment avait réagi ton entourage, justement. Je pense que c'est une bonne question. Bonne question, ça, ouais. Bonne question. Oui. Alors, certains ont été surpris, voire un peu méfiants, parce que, en effet, je n'ai aucune formation médicale, soyons clairs. Ce n'est pas mon domaine. Mon domaine, c'était l'économie circulaire, l'écologie, l'environnement, les déchets. Donc, j'étais pas du tout formé dans ce domaine-là. D'autres ont compris, comme cet ami qui me connaissait, qui connaissait mon chemin, et m'ont encouragé dans cette démarche. Et globalement, y compris ma famille proche, mes parents, ma sœur, m'ont soutenu. Voilà, j'ai été soutenu dans cette reconversion, dans cette nouvelle vocation, tout simplement. C'est important d'avoir du soutien. Hein. C'est essentiel, ouais. Si t'as pas ça, tu peux pas, quoi. Enfin, c'est... Et comment ça se passe aujourd'hui? Parce que malgré tout, voilà, c'est encore quelque chose de nouveau. Alors, je sais pas trop... bon, en France, on est très cartésien, on va être clair. Je sais pas quel est l'état d'esprit de la Belgique. Est-ce qu'ils sont un peu plus ouverts aux réalités alternatives ou pas? Enfin, ça doit toujours être particulier parce que tu te présentes comment? Comme donc magnétiseur ou comme... tu utilises quel titre, en fait, pour te présenter? Magnétiseur énergéticien, voilà. D'accord. C'est le plus simple. Ça soulève des questions automatiquement quand même. Oui, bien sûr. Alors c'est pour ça que j'aime bien en fait expliquer, comme je le fais ce soir, en fait, lever un coin du voile, même si je connais pas tous les mystères, bien sûr, pour rendre ça plus clair. Voilà, pour que ce soit plus compris. Expliquer tout simplement. Voilà. En Belgique, donc les personnes sont plutôt ouvertes par rapport à ça, même s'il y a moins de magnétiseurs qu'en France. La France a toute une tradition de magnétisme
Voilà, avec un certain nombre d'écoles, d'instituts, de formations. Et puis dans les campagnes aussi, hein, c'est vrai C'est ce que que j'allais dire. Il y enfin, avait, tu utilisais le terme rebouteux, mais voilà, Ah, oui, oui, voilà, c'est vrai. dans les campagnes, c'est vrai. c'est, Ils sont très présents. Enfin, ça faisait partie du paysage, il n'y avait pas de... ça fait toujours partie du Ça fait, paysage, oui, je d'ailleurs. confirme, Géraldine. Ouais, ouais. Oui, Géraldine une vie en campagne profonde, donc Bien sûr. non, c'est sûr. À Marseille, il n'y en a pas trop des rebouteux. Non, mais encore, je dis ça, mais tu vas en Provence, dans les petits villages, t'as aussi des mamies hein, qui... Moi, j'ai voilà, vu, qui sont... j'ai été voir un rebouteux, moi, pour une entorse. D'accord. Voilà. Ben, quand j'étais jeune, enfin, je m'étais fait mal à la cheville et mon père m'a tout de suite emmené voir un rebouteux. On n'est pas passé par la case médecin. Voilà. Et elle m'a mis, on a remis en place les nerfs. Enfin, lui, il m'a attrapé la jambe et elle a mis son doigt pour remettre en place. Ça m'a fait bizarre, hein. Je me suis dit, oula, je tournais l'œil pas du tout, en fait. Et après, elle m'a mis une espèce de graisse sur la cheville, entourée d'une bande qu'il fallait pas que j'enlève pendant une semaine. D'accord. Et après une semaine, eh ben, je marchais, c'était pas enfle, voilà. Mais elle t'a manipulé aussi, enfin, je veux dire, il y a eu oui, aussi... elle a remis en place, elle a dû sentir, enfin, que quelque chose s'était déplacé, puisque de toute façon, moi je suis arrivée, j'avais la cheville qui avait gonflé, enfin, au niveau de la malléole, là ça avait gonflé tout de suite, quoi. Donc il y avait vraiment quelque chose, et puis je commençais à avoir mal, à boiter, enfin. Et il fallait pas attendre, il fallait vraiment que ce soit fait tout de suite, pas plus tard, c'est trop tard. Voilà. Et ça a fonctionné, mais bon. Je me permets, alors, je me permets, les amis, c'était pas une question qui était prévue dans le pilote, mais quand même, j'ai interviewé il y a pas très longtemps Jessica Decap, journaliste qui a fait un documentaire sur un peuple, les Chipito, enfin, je vais pas le dire parce que Chipito quelque chose, je suis désolé, c'est en haut. Ce qu'elle nous annonçait, et j'ai l'impression quand même en t'écoutant qu'il y a un petit peu les mêmes qualités nécessaires. Jessica nous disait presque un bon chaman, c'est quelqu'un qui s'oublie et qui est vraiment le médium entre le monde des esprits, des plantes, enfin de l'esprit des plantes et des humains. Et quand tu me parles d'humilité, quand tu me parles d'empathie, j'ai l'impression qu'il y a nécessairement aussi cette même nécessité de s'oublier un peu, je dirais, pour servir l'autre. Je sais pas si je dis une bêtise quand je dis ça. Je te rejoins complètement. Donc maintenant, je vais décrire un peu ce qui se passe justement intérieurement pendant un soin. Comment est-ce que je vis l'énergie? Alors, ce que j'utilise, donc mes outils principaux, on va dire, c'est les mains et le cœur énergétique avec cette intention. Alors, extérieurement, qu'est-ce qui se passe? Donc, la personne est allongée sur une table de massage, elle est habillée, bien sûr. Voilà. À mon niveau, ce qu'on peut observer, mes mains, en particulier la paume de mes mains, deviennent tachetées. Elles sont tachetées rouge et blanc à ce moment-là. Je prends une respiration spéciale, une respiration avec des rétentions. Voilà. Et c'est pendant les rétentions que se passent plusieurs mécanismes énergétiques. La chaleur corporelle augmente. Voilà. J'impose les mains. Les mains peuvent être soit immobiles, dans ces cas-là, c'est plutôt pour soit donner de l'énergie, soit pour extraire ou transmuter. Ou alors, je peux faire des passes magnétiques quand les mains sont en mouvement. Ça permet plus de faire circuler ou de rééquilibrer. Il y a d'autres techniques aussi que j'ai découvertes intuitivement, que j'utilise, des variantes avec le regard, etc. Voilà. Ça, c'est extérieurement ce qu'on peut observer. Intérieurement. Donc physiquement, il y a un changement métabolique quelque part. Enfin, il y a une... Oh, j'ai du mal ce soir. Voilà, il y a une réaction. Il y a une réaction de l'épiderme en tout cas. Oui, une réaction de l'épiderme, une chaleur qui augmente, et puis une respiration spécifique. Alors, intérieurement, qu'est-ce qui se passe? En fait, je suis en état méditatif. Ah, ça c'est intéressant. Quand je transmets, comme en état modifié de conscience. Voilà, tout simplement. Avec, dans certains cas, l'impression de justement sortir de l'espace et du temps.
Je suis très concentré, très intériorisé, bien sûr. À la fois intériorisé, mais aussi très connecté avec la personne, relié, comme en résonance avec la personne, tout simplement. Je suis en pleine présence, c'est-à-dire complètement dans le moment présent, dans le ici et maintenant. Et je suis aussi très attentif à tous les ressentis. Alors, plutôt externes, ceux que j'appelle externes, c'est au niveau des mains, parce qu'il se passe beaucoup de choses, et internes au niveau du corps. Je me suis rendu compte que dans certains cas, c'est mon corps qui détecte directement ce qui se passe chez l'autre, qui m'indique. D'accord, oui. Un peu comme un GPS, comme un traceur, quoi. Exactement. Qui m'indique, par exemple, voilà, un blocage dans telle ou telle partie du corps, et je le ressens en moi. Voilà. Question, est-ce que quand tu vois la personne seulement, tu ressens déjà quelque chose ou pas? Il faut obligatoirement que ce soit la personne, donc que tu sois déjà en condition, que tu aies les mains posées sur le corps, ou est-ce que tu peux déjà avoir aussi un ressenti quand tu vois la personne arriver dans ton cabinet? Est-ce que ça peut t'arriver ou pas? Oui, alors je peux avoir certains ressentis, mais ils ne seront pas aussi précis. Voilà. Parce que dans ces cas-là, je suis pleinement connecté, pleinement en résonance avec la personne. Oui, et dernier aspect important, c'est comme si en fait mon champ énergétique augmentait à ce moment-là. Mais je le sens réellement, hein, comme une augmentation de taille. Voilà, donc alors là je vous décris subjectivement ce que je vis. Hein. Oui. C'est ce qui se passe intérieurement, et il y a toute une série de mécanismes, alors de mécanismes, on va dire, énergétiques, que j'ai appris à faire. Ça c'était la technique de méditation que j'utilisais sur le cœur, que j'ai adapté avec une partie où je capte en fait les énergies. J'utilise pas mon énergie, je capte différentes énergies. Donc tu es un médium, encore une fois. Enfin, toi, tu sers de tuyau, quoi, quelque part. Alors, d'intermédiaire, de catalyseur, et en même temps d'encodeur. Je me sens un peu comme un alchimiste. C'est-à-dire, donc, je capte, je fais converger dans le cœur énergétique, j'encode, il y a une intention, une intensification aussi par d'autres processus, entre autres liés à la Kundalini, voilà. Et puis, ensuite, je transmets par les mains. Je peux transmettre aussi par les yeux ou d'autres parties du corps, mais généralement, c'est les mains. Voilà. Mais il y a l'intention aussi. Quand tu dis que tu es encodeur, c'est toi qui vas donner un petit peu la direction ou l'utilité de l'énergie, quoi, en gros. Oui. Voilà. C'est intéressant, ça. Ouais, donc tu as vraiment un rôle actif, quoi. T'es pas juste un tuyau, quoi. Voilà. C'est beaucoup plus que ça. C'est pour ça que je compare ça à de l'alchimie, parce qu'il y a vraiment tout un processus interactif qui se passe. Ouais, c'est une forme d'Athanor, en fait. Ben. Voilà. Bon. Mais quand même, je continue à me dire depuis tout à l'heure, ça se développe dans mon cerveau, de dire, mais si on peut faire du bien, on peut faire du mal, quoi. Et ça, c'est quand même quelque chose qui me... Ça, c'est quelque chose, quoi. Non, mais bon, voilà, c'est un peu flippant, effectivement. Dans la même lignée de questions, est-ce que, toi, ton ressenti, est-ce que ça en devient, est-ce que à la fin d'un soin, est-ce que tu es fatigué, est-ce que ça t'épuise, que ce soit physiquement ou émotionnellement, hein. Est-ce que c'est fatigant? Qu'est-ce que tu ressens? Alors, voilà, qu'est-ce que je ressens? Les types de ressentis que je peux avoir pendant un soin, en particulier au niveau des mains, c'est que je ressens l'énergie en termes de forme, en termes d'épaisseur. Il y a des picotements aussi, de la chaleur, bien sûr. Ça peut être dense ou léger. Et dans certains cas, il peut y avoir des douleurs aussi, comme des décharges électriques, voire des piqûres. Voilà, il y a différents ressentis possibles qui peuvent se mettre. À la fin d'un soin, je ne suis pas fatigué physiquement, mais ça demande beaucoup de concentration. Ouais. Parce que voilà. T'en viens à la question que je voulais te poser. Toi, tu pratiques l'après-midi. Bon, ok, très bien. Mais imaginons que tu aies eu la pire matinée du monde où t'arrives au cabinet, t'as le cerveau confit. Voilà,
tu es criblé d'emmerdes. Est-ce que ça t'arrive de dire, bon, là, je vais pas être bon parce que j'ai le cerveau trop pris, ça va être trop difficile de prendre du recul par rapport à tout ce qui m'est arrivé ce matin. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça? Alors, ça m'est arrivé de me sentir pas en super forme, mais c'était la veille, et d'hésiter à maintenir les consultations pour le lendemain. Ouais, c'est ça, quoi. La nuit, j'ai pu récupérer, je me suis remis en condition. J'ai la chance d'avoir une très bonne condition physique et je récupère très vite. Donc j'ai pu récupérer. Mais bien sûr, la déontologie voudrait que si je me sens pas en forme, j'annule les consultations. Voilà, j'ai besoin d'être à 100%. Avant chaque consultation aussi, bien sûr, je me prépare intérieurement et je prépare le cabinet. On va dire l'énergie du cabinet. Alors, il y a une autre question aussi, parce que tu as dit que tu es en forme physique. Justement, est-ce que tu fais attention à toi? Est-ce que tu as une alimentation particulière? Enfin, comment ça se passe à ce niveau-là? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est une forme de... c'est un peu comme un sportif de haut niveau, quoi. Voilà, il faut que tu sois tout le temps au top. Quand il y a le top départ, il faut que tu sois bon, quoi. Oui, alors, j'ai une hygiène de vie... Tu fumes pas, tu bois pas, j'imagine, déjà. La plus saine possible, en effet. Je fume pas, je bois pas, je fais du sport et je mange équilibré. Voilà. Bien sûr, je dors aussi suffisamment. Ouais, ça c'est une chance, ouais. Voilà, je fais attention à tout ça, quoi. Oui, donc tiens, voilà, c'est un corps sain, quoi. Voilà, Bon, après on dit ça, mais c'est vrai que les rebouteux, c'est parfois des personnes âgées ou quoi, qui sont pas spécialement en forme physique exceptionnelle. Encore que je dis ça, mais peut-être que c'est des gens qui ont eu toute une vie, une vie équilibrée, sans alcool, sans tabac, avec une alimentation, un environnement sain, ça joue peut-être aussi, quoi. Effectivement, c'est peut-être pour ça qu'il y en a moins dans les villes d'ailleurs, au final. C'est pas tout à fait pareil, le rebouteux et magnétiseur. Enfin, moi, c'est un petit peu différent. Voilà, alors, certains rebouteux, on va dire, font leur activité en plus. Tu vois, plutôt en complémentaire. C'est-à-dire sur quelques heures ou le soir ou le week-end. Si tu veux être magnétiseur à plein temps, c'est sûr qu'il y a besoin d'une bonne condition. Oui, d'accord, voilà. C'est pas du... Voilà, eux, c'est pas du one-shot, c'est un petit peu à la demande, ils ont des prédispositions et ils la mettent à la disposition des villageois qui sont autour d'eux, quoi. Effectivement, ouais. Alors, ce que j'observe quand même, c'est qu'il y a un certain nombre de rebouteux qui étaient très fatigués après les soins, qui dans certains cas tombaient malades, voire même étaient obligés d'arrêter. Ouais, ce qui donnait trop, quoi. Voilà. Il donnait de leur énergie. Ouais, voilà. Justement, par rapport à ça, est-ce que ça peut peut-être te paraître bête comme question, mais comme tu peux prendre, tu peux donner, tu manipules de l'énergie, est-ce que tu as besoin de te protéger toi d'éventuels maux, soucis à venir? Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Bien sûr. Le domaine de l'énergie, comme l'a fait remarquer Pascal, est très agissant. Il peut être orienté d'un côté comme de l'autre. Bien sûr. C'est ça. Il y a le côté clair et le côté obscur de la force. Et ça existe. Non, mais non, mais on est d'accord. Moi, j'ai entendu des chamans mongols utilisés par les Russes. Alors voilà, en termes de guerre froide, qui étaient capables limite de flinguer des mecs à distance. Enfin, on les rend malades à distance, quoi. Donc voilà, enfin, ça reste peut-être de la littérature policière, mais enfin bon, je pense que si on est capable de faire du bien, on peut aussi faire beaucoup de mal, quoi. Ça me paraît logique. Ça me paraît logique, effectivement. Super intéressant, je trouve, Sylvain. Très honnêtement, hein, c'est top du top, mais Julie, tu avais peut-être une question, toi, justement, sur les... J'aime bien cette question sur les petites victoires qu'a pu avoir Sylvain, justement. Savoir si... quelles sont tes meilleures... tes petites victoires, tes meilleurs moments, ton approche de l'autre,
l'ouverture d'esprit, le côté humain, enfin, est-ce qu'on peut tout englober? Qu'est-ce qui ressort? Quels sont tes meilleurs moments, en fait, si on peut appeler ça comme ça? Oui, alors mes meilleurs moments, en fait, c'est quand, en fait, le corps et l'esprit sont en harmonie. C'est mon slogan en plus, mais c'est vraiment quand j'arrive à soulager justement la douleur, à aider les autres, et à faire ce lien entre le corps et l'esprit. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose qu'on peut qualifier de miraculeux, d'inexpliqué. C'est juste une mise en cohérence. Tout simplement. L'autre petite victoire, donc ça c'est des victoires au cabinet. L'autre petite victoire, c'est quand je suis devenu membre, en fait, du GNOMA. Alors qu'est-ce que le GNOMA, hein? C'est le Groupement national pour l'organisation des médecines alternatives. C'est un syndicat professionnel qui a été créé dans les années 50 en France par un médecin et un magnétiseur. Le GNOMA a mis en place une charte de déontologie qui définit un cadre professionnel clair, justement, et la nécessité d'avoir des résultats. Tout ça, vous l'avez compris. Voilà. Et oui, mais oui. Parce qu'on allait venir, justement. C'est pour faire la chasse aux charlatans, bien sûr. Voilà, exactement. Donc, dans ce cadre-là, pour devenir membre du GNOMA, j'ai franchi toute une série d'étapes. GNOMA, c'est GNOMA, c'est ça? GNOMA, voilà. Il y a un site www.gnoma.fr, Groupement national pour l'organisation des médecines alternatives. Donc, il y a eu plusieurs étapes. Donc, la première, c'était celle de rencontrer un autre magnétiseur du GNOMA qui a testé mon magnétisme à ce moment-là et qui a accepté de me parrainer, en fait, dans la démarche. Ensuite, une partie plus administrative, j'ai eu à remplir tout un dossier avec des témoignages. J'ai dû rassembler un certain nombre de témoignages écrits manuels de personnes que j'ai aidées soulager avec leurs contacts pour qu'elles soient rappelées une à une, que les témoignages soient vérifiés, de personnes donc, ont bénéficié de soins avec des résultats. J'ai dû montrer donc des preuves de mon activité professionnelle déclarée, voilà, avec mon numéro d'entreprise. Et puis également donner un extrait de mon casier judiciaire. Voilà, donc il y a toute une partie administrative sur l'activité. Et la dernière étape, et pas des moindres, c'est tout simplement un client mystère qui est venu au cabinet pour tester une séance. Et il s'est trouvé que c'était aussi la présidente du GNOMA qui est venue. Voilà. Et c'est suite à toutes ces étapes positives que j'ai été admis au GNOMA. Voilà. Alors, comment ça se passe? Toi, un patient, j'allais dire un client, mais c'est pas des clients, c'est des patients, encore une fois. Un patient vient, tu as une plaque GNOMA, ou tu lui dis avant comment ça se passe, ou tu es libellé GNOMA, comment? Parce que voilà, l'intérêt, c'est quand même que ce soit affiché et compris par rapport au patient. Oui, alors, je n'ai pas de patients, je ne suis pas médecin, donc je parle plutôt, voilà, j'accueille des personnes, tout simplement. Ouais, c'est difficile en terminologie, effectivement. Ah, oui, c'est pas des clients, c'est pas des patients. Voilà. Voilà, j'accueille des personnes, tout simplement. Des gens. Voilà, des gens qui ont besoin, tout simplement. Donc, je n'ai pas de plaque. Par contre, c'est affiché directement sur tous mes supports de communication, que ce soit site internet, carte de visite, plus voilà, les différents réseaux sociaux. Donc, voilà, ça c'est très clairement... C'est déjà une première étape, on va dire. Parce que je pense que le marabout qui met son petit flyer dans ma boîte aux lettres, il est peut-être pas au GNOMA, lui. Non. D'autant que voilà, j'ai publié aussi un certain nombre d'avis, de témoignages. Voilà, je les ai rendus publics avec l'accord des personnes, bien sûr, pour partager en fait des retours d'expérience. Moi, je trouve ça passionnant, Julie, mais est-ce que je peux poser la question qui vient?
Vas-y. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux? Parce que voilà, là c'est passionnant, tu nous as expliqué ce que tu ressens. Bon, après, c'est vrai qu'on n'a pas le témoignage de la personne que tu soignes. Tu nous expliques le gnoma, et c'est très intéressant parce qu'il y a un filtrage, mais ça reste quelque part entre... C'est une forme de corporatisme, mais dans le bon sens du terme, hein, j'entends. Hein. Mais malgré tout, il manque, et il faut absolument qu'on en parle, c'est la science. Qu'est-ce qu'elle dit de tout ça? Est-ce qu'elle étudie le magnétisme? Est-ce que c'est mesurable? Parce que moi, quand tu me dis il y a des phénomènes physiques, il y a de l'énergie, il y a de la chaleur, est-ce que la science s'en mêle, ou est-ce que c'est vraiment complètement ignoré parce que considéré comme de la pseudo-science? Comment ça se passe avec la science? Alors, le magnétisme, j'ai envie de dire malheureusement, est peu étudié au niveau scientifique ou médical. Alors, il y a peu d'études en Europe et en France, je vais en donner quelques-unes. Ouais, ça m'intéresse. Ouais. Un peu plus aux États-Unis. Alors, en France, les rares études sont sur les magnétiseurs et les coupeurs de feu. Voilà, les rares études, ou plutôt expériences, on va dire. Les coupeurs de feu qui rentrent dans les hôpitaux, hein, soyons clairs, hein, de plus en plus d'ailleurs. Hein. Bien sûr. Donc, je vais donner 2 exemples d'études par rapport aux coupeurs de feu. Oui. Une première étude, non, une première expérience plutôt. Alors, on va voir que c'est des expériences scientifiques, mais qui n'ont pas été réalisées. Voilà. Il ne faut pas pousser mémé dans les orties, voilà. Ni par des médecins, ni par des biologistes dans certains cas. Bon. Donc la première expérience, elle a été réalisée par le professeur Yves Lignon, qui est mathématicien. D'accord, oui, bon bah oui, qui est quand même Voilà. Qui est pas le plus, enfin comment dire, attention, hein, quand je dis ça, c'est pas péjoratif, mais qui est pas le plus naïf, quoi, qui est même plutôt qui part dans une démarche plutôt de dire tu vas pas m'avoir, quoi. Enfin, soyons clairs, Voilà. Je trouve ça plutôt positif. Hein. Donc, il a fait cette expérience avec le magnétiseur Jean-Marie Le Gall, qui est aussi membre du GNOMA, avec des graines de radis. Il avait 2 lots de graines de radis qu'il a mis dans les mêmes conditions d'éclairage, de température et d'eau. Ouais. Sur le premier lot, en fait, le magnétiseur, donc Jean-Marie Le Gall, a magnétisé l'eau. Et les graines ont été arrosées par cette eau magnétisée, alors que le lot de contrôle a été arrosé par de l'eau, on va dire, normale, non magnétisée. Donc, et le résultat qu'il a constaté, c'est que les graines magnétisées ont poussé mieux et plus vite que les autres. Voilà, ça c'était une première expérience donc sur des graines. De radis. De radis, exactement. Autre expérience, disons autre recherche là, c'est le professeur Yves Rocard. Alors professeur Yves Rocard qui est physicien. Qui est aussi astrophysicien, non? Non, je confonds peut-être. Physicien, père de la bombe atomique en France. Oui. Voilà, père du Premier ministre, qui dans les années 60 s'est beaucoup intéressé en fait aux sourciers. D'accord, bah oui. Il a publié d'ailleurs un livre en 1962, Le signal du sourcier. Et lui, qu'est-ce qu'il a constaté en fait dans ses recherches? C'est que les magnétiseurs et les sourciers, les radiesthésistes, ont un excès de magnétite, de cristaux de magnétite, dans les mains et dans certaines articulations. Waouh, comment? Ah, c'est chaud ça. Donc il les a... Ouais, enfin, je sais pas comment il a mesuré ça, mais c'est intéressant ça. Voilà. Ça c'est une vraie mesure, ça. Voilà, ça m'intéresse, tu vois. Donc il a mesuré ça. D'ailleurs, il déclarait que les magnétiseurs et les radiesthésistes existent parce qu'ils obtiennent des résultats incontestables. Oui, bah oui, c'est pas complètement con. Hein. Voilà, même si on ne peut pas expliquer, ils obtiennent des résultats. La magnétite, donc, mais c'est quoi? C'est un cristal? C'est une... Oui, c'est des cristaux de magnétite. Magnétite. Tout à fait. Magnétite. Je note, hein, parce que ça m'intéresse. Voilà, tu vois, c'est ça que je trouve ça intéressant de travailler scientifiquement, de dire est-ce qu'il n'y a pas chez ces gens quelque chose que les autres n'ont pas. Bien sûr. Ça, c'est bien. Alors, complètement. Alors, il y a certains grands magnétiseurs aussi qui ont été suivis. Le plus grand, le plus grand magnétiseur français, c'est Serge Alalouf. Tu en as peut-être entendu parler. C'est un magnétiseur qui a magnétisé des centaines de milliers de personnes. Il magnétisait même des quarts entiers de personnes qui venaient le voir. Ah bon?
dans les années 50. Ouais. Alors, il a été examiné par le professeur De Robert en 1957. Et le professeur De Robert donc, a constaté que il devait être considéré comme une source, je cite, une source d'un élément étranger dont la pénétration sur les sujets malades améliorerait l'état fonctionnel ou organique. Voilà, il n'a pas pu définir cet élément, mais voilà, il a constaté qu'il se passait quelque chose. Mais c'est de la science, ça, voilà. Ça, c'est scientifique de dire, bon, on constate quelque chose, il faut creuser, les gars. Pour les prochains, allez-y, mais voilà. Alors, il y a eu d'autres examens de réalisés donc, sur ce très grand magnétiseur. En 1958, il a passé des électrocardiogrammes, des électroencéphalogrammes. Alors, au niveau électrocardiogramme, que ce soit au repos ou en imposition, il n'y avait rien de spécial. Ouais. Par contre, au niveau électroencéphalogramme, ils ont détecté au niveau du lobe temporal gauche une anomalie. Alors, ils n'ont pas pu la caractériser, mais il y avait quelque chose. Voilà, il y avait quelque chose. Ouais. Mais alors, on est en 1958 là. Voilà. Je veux dire, avec des outils qui prennent des pièces entières pour faire une addition, quoi. C'est ça. Donc, ils n'ont pas pu approfondir. Voilà. Mais aujourd'hui. Alors, les coupeurs de feu. Il y a une thèse, il y a quand même une thèse médicale sur les coupeurs de feu qui a été réalisée en 2009 par le docteur Nicolas Perret sur la place des coupeurs de feu dans la prise en charge des brûlures en Haute-Savoie, dans 3 centres hospitaliers de Haute-Savoie. Au niveau des services d'urgence, 134 soignants et 173 patients. Donc, il a constaté que les soignants ont proposé l'intervention d'un coupeur de feu aux 3/4 des patients et 81% des patients ont accepté. Voilà. Oui, ils n'avaient pas grand-chose à perdre. Hein. Voilà, et sur ceux qui ont accepté, 87% qui en ont bénéficié disent que la douleur a diminué d'au moins 30%. C'est énorme, enfin je veux dire, d'au moins un tiers. Alors la conclusion, même s'il n'explique pas, même si ce médecin n'explique pas dans sa thèse les raisons, il met en avant la qualité de la relation thérapeutique. Parce que même si c'est comment on dit, somatique, enfin même si c'est un effet placebo, c'est quand même énorme, quoi. Même si c'était un effet placebo, quoi. Oui, d'autant que l'effet placebo est à la fois un effet psychologique, mais aussi physiologique, biochimique. Voilà. Mais Sylvain, ça m'en fout quand j'entends ces stats-là, alors qu'ils sont faits en Haute-Savoie. Je me dis, mais pourquoi les scientifiques ne vont pas plus loin, dans la mesure, dans la recherche, dans la taille des études? C'est quand même c'est incompréhensible. Oui, alors il y a eu une autre étude de 2017 justement sur les coupeurs de feu réalisée par le docteur Jean-Baptiste Guy, qui est oncologue à l'Institut de radiothérapie de la Loire. Là sur 500 patients cancéreux, 350 femmes, 150 hommes. Donc la moitié, un peu plus de la moitié, 51% ont consulté un coupeur de feu pendant leur radiothérapie. Voilà. Parce que la radiothérapie engendre des espèces de brûlures. Ah oui. D'accord. Oui, la radiothérapie provoque des brûlures. D'accord, je l'ignorais. Bon, voilà, ok. Oui. Des brûlures. Donc c'est pour ça que dans ces cas-là, on fait appel à un coupeur de feu pour soulager la douleur liée aux brûlures. Donc la moitié ont consulté un coupeur de feu sur ces 500 patients et 80% ont exprimé un bénéfice, bon ou très bon, sur le traitement. Alors, et même si au niveau médical, la conclusion c'est qu'il y a un bénéfice plus sur la tolérance subjective que objective. Ouais, mais bon. C'est plus sur le ressenti de la douleur. Il y a un effet. Voilà. Il y a un effet qui a été constaté. Mais c'est quand même fou, dans la mesure où il y a un effet positif qui est mesuré, la médecine devrait est en devoir de dire ok, il faut creuser, quoi. Enfin, je sais pas, en plus là il y a pas de chimie, c'est pas intrusif. C'est dérangeant pour eux. Non, là j'ai un peu de mal à comprendre, si ce n'est des préjugés de se dire non mais là c'est de la médecine de campagne, on brûlait les sorcières, on va pas y aller, quoi. Aujourd'hui on est des scientifiques, il faut de la chimie, il faut
faut du matos à 100 000 € la machine, quoi. C'est ça. Malheureusement, pour certains, c'est de la pseudo-science, c'est de la fake-made, ça n'existe pas. Et on va le voir dans une étude américaine. Donc là, on a vu en France, voilà, quelques études. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais là, j'ai donné quelques... On va dire que la dernière, c'est 2017, quoi. Coupeur de feu. Voilà. Alors, aux États-Unis, c'est beaucoup plus développé. Hein, il y a un beaucoup plus grand nombre d'études. Ouais. Entre autres, là, de manière générale, sur les thérapies énergétiques. Ils ont beaucoup étudié alors, la psychologie énergétique, par exemple le FT, le toucher thérapeutique, développé par Dolores Krieger, ou alors ils appellent ça le toucher guérisseur. C'est quoi le FT? Le FT, c'est une technique de tapotement pour libérer certaines émotions et traumatismes. Le toucher guérisseur, mis au point par Janet Mengen, le Qigong thérapeutique, voilà, qui ressemble beaucoup au magnétisme, et ce qu'ils appellent le hands-on healing, voilà, c'est ça le magnétisme. En fait, magnétisme, c'est un terme très français, très européen, qu'on ne retrouve pas aux États-Unis. Dans le domaine anglo-saxon, c'est plus le hands-on healing avec le toucher thérapeutique. Voilà, bon. Je me demande s'ils n'ont pas tort quand même, si ce mot n'engendre pas direct des biais cognitifs ou pas d'ailleurs. Enfin, je sais pas, je suis pas sûr que le terme soit bien choisi en magnétisme. Bien sûr, aussi bien le terme magnétisme que le terme énergie. Moi j'ai l'impression que magnétisme un peu réducteur finalement quand tu quelque part transporte en lui-même, mais comme beaucoup de termes, un côté déjà péjoratif ou calme-toi le micro, un côté péjoratif ou déjà enfin voilà tu penses qu'il faudrait changer le vocabulaire toi Sylvain ou pas? Alors c'est pour ça que je préfère parler de magnétiseur énergéticien. On se recentre plus sur l'énergie, même si c'est l'énergie subtile. Je préfère éviter le terme guérisseur parce que ça donne des faux espoirs. Guérisseur, ça veut dire que tu es capable de guérir. Ouais. Alors que toi, tu soulages plus que tu guéris, en fait. Oui, et je ne promets jamais que je vais guérir avant d'avoir fait un soin. Voilà, et ça fait partie de ma déontologie. J'aide, je soulage, j'accompagne. Ensuite, c'est la personne qui s'auto-guérit. Hein. Donc, toi, tu as une obligation de moyens, pas de résultat, quoi. Exactement. Voilà. Exactement. Comme souvent dans la médecine, d'ailleurs, effectivement. Donc, aux États-Unis, un grand nombre d'études sur les thérapies énergétiques, également sur les phénomènes de biopsychokinèse, la bio-PK, le déplacement d'objets, mais y compris biologiques. Voilà. Et c'est-à-dire d'organes? Presque. Non, tout simplement être capable, comme certains ont des capacités donc de psychokinèse, de pouvoir déplacer des objets à distance. Une application, c'est de pouvoir réguler certaines fonctions, certains systèmes dans le corps, au niveau biologique. Ce qui s'est beaucoup développé donc, ces dernières années, c'est les théories autour du biochamp ou le champ bioénergétique. Ça c'est nouveau. Alors c'est défini comme une interface, un peu comme le système d'exploitation du corps, qui sera à la fois intégrateur, qui intègre les autres systèmes, le système circulatoire, système immunitaire, système nerveux, et qui serait aussi régulateur de l'ensemble des fonctions. Voilà. Ce biochamp serait composé à la fois d'énergie électromagnétique, bien sûr, il y en aurait. Par exemple, des ondes d'extrêmement basse fréquence, des biophotons aussi, mais aussi des énergies subtiles. C'est pour ça que là, on a deux approches qui se combinent. C'est pas que l'une, c'est pas que l'autre, c'est les deux. Mais surtout, on n'a pas les outils pour les mesurer. Voilà, donc ça fait très clairement partie des difficultés, c'est l'évaluation, la mesure. D'autant qu'on constate que ce seraient des signaux très faibles qui permettent d'agir sur le biochamp. Bah oui, parce que si c'était fort, on les aurait déjà... Enfin, on pourrait dire j'ai mesuré, quoi, là... Voilà. Donc, par rapport aux explications, alors les explications américaines, il y a entre autres Gary Schwartz qui a identifié 6 niveaux d'explication par rapport à les soins énergétiques. Le premier niveau, c'est il n'y a pas d'effet. Voilà. C'est les sceptiques, les débunkers, les zététiciens, il ne se passe rien. Voilà, niveau 0. Le niveau 1, c'est celui de rémission spontanée. On sait que ça existe en médecine, bien sûr, il y a des cas de rémission spontanée.
Voilà, ça pourrait être un deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est celui du placebo qu'on a abordé. Mais placebo qui a un aspect à la fois, bien sûr, psychologique, mais aussi biophysique. Maintenant, on sait aussi, par exemple, pratiquer de la chirurgie placebo et qui fonctionne aussi bien que la chirurgie classique. Alors, peut-être pas aussi bien, mais qui obtient des résultats. Enfin, dans les résultats, enfin, dans certains résultats, hein, par exemple sur le genou, c'est les mêmes résultats. Hein. Donc, je reste prudent sur ce qu'on dit, parce que j'imagine bien que cette émission risque d'être scrutée, disséquée par nos amis bien pensants. Qu'on salue, bien sûr. Voilà. Le troisième niveau, c'est celui justement des champs électromagnétiques, bien sûr, avec les émissions très basse fréquence, les biophotons. Le quatrième niveau, les champs quantiques, avec là un certain nombre d'études sur les intentions à distance. Un grand nombre de coupeurs de feu agissent à distance, Pascal. Sur photo ? Voilà, les coupeurs de feu peuvent intervenir directement sur la personne qui est brûlée, mais beaucoup agissent, et ça m'est arrivé aussi, au téléphone ou sur photo. Ça, c'est impressionnant quand même. Et dans ces cas-là, alors... c'est du télétravail, quoi. Voilà, pour te partager mon ressenti, qu'est-ce qui se passe? Le téléphone ou la photo crée le lien, tout simplement. Tu n'as pas besoin d'être à côté de la personne, mais tu as une connexion. Et je l'ai d'ailleurs déjà fait avec une personne qui est venue au cabinet. Son père avait des problèmes et était hospitalisé. Et j'ai utilisé, en fait, tout simplement, avec l'accord, bien sûr, de cette personne, je l'ai utilisé comme connecteur. Parce que je ne connaissais pas son père, je n'avais ni photo, ni téléphone. Et elle a pu, directement dans la chambre d'hôpital, imposer les mains avec des résultats étonnants. C'est fou, ça, quand même. C'est fou, et surtout, je me dis, mais ce serait passionnant qu'encore une fois, la science s'y penche et essaye de trouver des outils de mesure, parce qu'encore une fois, je viens avec une brique dans la pièce en essayant de t'appeler, ça va pas marcher, alors que si je viens avec un téléphone, ça va marcher. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est trop facile de dire, j'ai une brique, ça passe pas, donc ça marche pas, quoi. J'ai quand même l'impression, en t'écoutant, et je vais creuser parce que ça m'a donné vraiment envie de creuser, mais j'ai vraiment l'impression que la science y va, voilà, les coupeurs de feu, ok, on y va parce que, allez, socialement, ça peut passer. Mais on s'arrête un peu là. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu ça ce qui se passe avec ces études, non, quand même. Voilà. D'autant que, voilà, sur les explications, l'avant-dernière explication, c'est celle d'une nouvelle physique, voilà, des lois qu'on ignore encore actuellement, des phénomènes inconnus, inexpliqués. Nouvelle pour nous, hein. Voilà. Pour pareil, hein. Voilà. Et puis le dernier niveau, hein, qui par rapport à toutes ces explications, c'est celui de la spiritualité. Il y a bien sûr des guérisseurs spirituels, des guérisseurs spirites, des médiums spirites, qui agissent aussi à d'autres niveaux. Voilà, eux en se connectant directement, en étant beaucoup plus canaux. Voilà. Donc, on voit qu'on a toute une gamme, on a toute une gamme de niveaux d'explication possibles. Voilà ce qui ressort des études. Là, on est vraiment sur les terres de l'étrange et de l'incertain, quoi. C'est passionnant. Oui. Enfin, alors, vraiment, maintenant, pour revenir, revenons sur Terre en laboratoire. Il y a 2 études qui ont été conduites, l'une par le docteur Bernard Grab, qui est oncologue à l'université de Toronto au Canada. Lui a fait des expériences sur les souris, tout simplement, avec un guérisseur hongrois qui s'appelait Oscar Estebani. Et il a demandé à ce guérisseur, tout simplement, d'imposer les mains sur un groupe de souris, et à côté, avec un groupe contrôle. Alors oui, il faut savoir que ces souris avaient une forme de cancer. Oui, ce que j'allais dire, il faut au départ qu'il y ait une malformation, une pathologie, quoi, bien sûr. Voilà. Et le résultat est que les souris imposées ont guéri, tout simplement. Il a fait un autre test. Voilà. Il a fait un autre test en demandant au guérisseur d'imposer sur un morceau de coton. Voilà, par rapport à du coton non imposé. Et ce qu'il a constaté, c'est que les goitres sur les souris, grossissaient, mais beaucoup plus lentement que sur les souris contrôle. Voilà, par exemple.
Voilà, une première expérience. Une autre c'est expérience. vraiment une expérience, quoi. Voilà, ouais. C'est le niveau de l'expérience, quoi. Ouais. Hein, pas de l'étude, ouais. Oui, une autre expérience, alors là, plus étude, parce que là, il y en a eu beaucoup plus. Mhm. C'est celles qui ont été conduites par le professeur William Bankston. Alors, William Bankston est en fait sociologue. Et il a collaboré avec des biologistes, entre autres au département de biologie du Queen's College. Mhm. Et là, il a aussi étudié donc, des souris injectées avec une souche de cancer mammaire. Voilà. Il y avait 2 sur 12 souris, 6 qui ont bénéficié de soins par imposition et 6 d'un groupe contrôle. Normalement, d'après les statistiques, 100% des souris donc, injectées de ce cancer devaient mourir entre 14 et 27 jours. Ouais, d'accord, ouais, donc on les a bien chargés. Il a attendu le 28e jour. Et là, qu'est-ce qui s'est passé sur les 6 souris qui étaient imposées, ont guéri. Et, étonnant, il y avait aussi 4 souris dans le groupe contrôle qui ont aussi guéri, sans avoir été imposées. Intriquation quantique. Exactement. Et donc, il a mené d'autres expériences, justement avec différents groupes, et où il a obtenu des taux de guérison global de 87%. Voilà. Là, on était sur 6 plus 6, et sur un groupe de 33, 29 souris imposées, par exemple, ont guéri. Et sur un groupe de 34, 18 souris contrôle ont aussi guéri. Mais quand ils sortent ces études, ils se font jeter des pierres. Enfin, on va être clair, Sylvain, non ? On doit leur dire, mais la méthode, c'est pas ça, mais c'est contestable, mais c'est pas assez grand. Enfin, j'imagine que c'est super compliqué à sortir comme étude, quand même. Enfin, en tout cas, être reconnu comme étude, non ? Enfin, bien sûr. Alors que je me demande si ces gens-là ne disent pas, on a ouvert une porte, essayez d'y entrer avec nous, quoi, on va voir ce qu'on peut en faire. Enfin, je sais pas, quoi. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne, quoi. C'est la difficulté des études, en effet. Donc, d'un côté, les appareils de mesure, de l'autre côté, mettre en place des études randomisées, double aveugle. Ouais, c'est donc ça. Là, on voit qu'il y a des études sur les végétaux, des études sur certains animaux. Donc, on sait que c'est compliqué. Sylvain, je te pose une question, mais tu accepterais, toi, de participer à un champ d'études scientifiques enfin, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait ? Est-ce que c'est quelque chose qui te plairait ? Oui, complètement. Il y a des exemples, bien sûr, célèbres. Hein. Par exemple, ici en Belgique, Corinne Sambrin, chamane, qui a participé à des études justement sur la transe, qui a été monitorée pendant des épisodes de transe. Autre personnalité célèbre, Mathieu Ricard, bien sûr, qui a été monitoré, lui, pendant des séances de méditation. De méditation, oui. Enfin, Mathieu Ricard, on rappelle moine, enfin, je sais pas si on peut dire moine tibétain, je sais pas si c'est tout à fait le bon terme. C'est ça. Un des rares Européens à être moine tibétain, quoi, en gros. Voilà, moine tibétain et traducteur du Dalai Lama en France, bien sûr. Oui, enfin, et ambassadeur du Dalai Lama, effectivement, en France, ouais, donc c'est... Bon, c'est... Voilà, le gars sait de quoi il parle, quoi, effectivement. Oui, donc je serais très partant, en effet, de participer, alors, à mon niveau, bien sûr, à des études pour en savoir plus. Ouais, je trouverais ça passionnant. Pour faire avancer la science, la connaissance autour de tout ça. Ouais, passionnant. Une mission passionnante, effectivement. Je peux compléter, sur quelle maladie, en fait. Quelle maladie ou maux peuvent être soignés ou soulagés. Alors, voilà, là, il faut... Avec le magnétisme. Alors, sur la base de ce que j'observe, une fois de plus, il y a plusieurs niveaux de réaction possibles des personnes. Je vois 3 niveaux à peu près. Le premier niveau, c'est de la détente du bien-être. Voilà. Après un soin énergétique, un grand nombre de personnes montrent un état de détente, de bien-être et de relaxation. Ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, c'est par rapport à un problème précis, une amélioration ou une atténuation de la douleur, par exemple. Un problème articulaire, par exemple, tu veux dire ? Par exemple, problème articulaire, maux de ventre, maux de tête. Voilà, sur brûlure, une atténuation. Et le troisième niveau,
qui lui est plus rare, bien sûr, Mm. c'est celui de la guérison, mais je préfère parler d'auto-guérison. C'est quand là, Ouais. on a réussi vraiment à mobiliser les capacités d'auto-guérison Mhm. de la personne. C'est lourd, Et là, quoi. Et là, il peut se passer Mm. des choses étonnantes. Oui, parce Voilà, que n'oublions donc- pas lourd, hein, Sylvain. Enfin, je sais pas si t'as un avis là-dessus, quoi, mais les gens qui arrivent là-bas, qui sont fracassés et qui médicalement ont fait l'objet d'études, et effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé, mais ça semble de l'auto-guérison, quoi. Enfin, c'est Oui, pas la Vierge qui les a guéris, quoi. c'est vrai. En même temps, on voit que la foi ou la confiance Mm. dans le processus, la confiance Voilà. dans le thérapeute Aussi. Bah sont, oui. sont oui. super importants. Bien sûr. Ouais. Bah oui, je pense qu'ils sont liés d'ailleurs. Si Voilà. tu penses que tu as le bon thérapeute, tu penses qu'il peut te guérir, et à partir du moment où tu penses que tu peux guérir par lui, bah, quelque part tu Déjà, fais déjà t'as fait une un étape, pas. une étape Mm. assez importante, Exactement. effectivement. Exactement. Ça, je me demande si c'est pas le plus important, mais si c'est pas essentiel aussi, quand même. Une volonté de vouloir guérir, voilà, par un canal particulier. Ça, c'est une vraie question aussi. Bien sûr. Alors maintenant, principalement, donc quels sont on va dire plutôt les mots dont je m'occupe. Oui, Alors, oui. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, ça. Voilà. Parce que j'imagine qu'après, il y a un phénomène de bouche à oreille, quand même, tout Oui. concernant. Enfin, c'est Oui. logique en Donc, même temps. Alors, c'est d'abord la fatigue. Fatigue, les douleurs chroniques et les problèmes physiques. Hein. Articulation, maux de dos, maux de tête, problèmes digestifs, problèmes de peau. Voilà, ça c'est une première catégorie. Deuxième catégorie, c'est plus les problèmes émotionnels. Comme voilà, burn-out, stress, anxiété, deuil, hypersensibilité. Voilà, il y a toute une série de problèmes émotionnels qui peuvent se manifester. Troisième catégorie, l'accompagnement de traitement, on l'a vu en radiothérapie, mais en chimiothérapie aussi. Parle bien d'accompagnement, hein, voilà. Voilà, bien disons sûr. les choses. Hein. Bien sûr. Bien. Après une opération aussi. Et le dernier domaine, c'est la prévention. Il y a certaines personnes qui viennent une fois par an, tous les 6 mois par exemple, pour être reboostées en énergie. Ouais, pour s'assurer que tout est à sa place, quoi. Exactement. Voilà. Pas con, donc, c'est pas mal. voilà principalement on va dire, les mots dont je m'occupe. Ouais. Bah oui, c'est comme un check-up, quoi. Ouais, c'est ça. J'appelle ça le check-up énergétique. Que personne ne fait d'ailleurs, hein, mais bon, voilà. Hein, la prise de sang tous les ans, on devrait, voilà. Hein, mais qui le fait, quoi, effectivement. C'est comme le dentiste, c'est comme tout, on y va quand ça va pas, hein, on n'y va pas quand ça va bien. C'est le principe, effectivement. C'est passionnant, vraiment passionnant, Sylvain. Et alors, juste une question, toi, ça fait combien de temps que tu fais ça maintenant? Alors maintenant, ça fait 2 ans et demi. Voilà, quand même, oui, effectivement. 2 ans et demi que je me suis lancé en tant que professionnel, mais pendant 10 ans, je me suis entraîné avant de démarrer. Voilà. Bah oui, parce que à partir du moment où, voilà, il faut quand même être prêt, et c'est sûr que... Et aujourd'hui, ça tourne bien, tu es satisfait, ça se passe comme tu veux, voilà, enfin, c'est la question, quoi. Parce qu'il y a des gens qui pourraient se dire, mais tiens, moi j'en ai marre de mon boulot, j'en ai marre de me sentir inutile, ou en tout cas utile pour ma boîte mais pas pour les gens, j'ai envie de changer de voie, on va dire c'est viable ou pas? Voilà, c'est la question, quoi. C'est viable, en même temps ça demande certaines qualités, un entraînement, une volonté, une concentration, donc voilà. Bon, je vais rester où je suis, hein, professionnellement. Parce que sinon c'est compliqué. Non, c'est sûr. C'est sûr, voilà, je plaisante. J'ai envie de dire, c'est comme, voilà, c'est comme le sport ou la musique. Hein. Tout le monde peut faire du vélo, tout le monde peut faire de la course à pied. À côté de ça, tout le monde ne peut pas faire un marathon, par exemple. Ouais. Non, mais c'est... Tout à fait. Ça fait partie des possibilités on a de tous chacun. de l'énergie en nous, mais pas au même degré. Ouais. Dernière question. Conclusion de tout ça, Sylvain. Oui. Comment on fait pour choisir le bon magnétiseur? Voilà. Alors, choisir le bon magnétiseur... Il y a le bon et le mauvais. Voilà, on l'a un peu abordé. Donc, le bouche à oreille. Le bouche à oreille avec des résultats positifs et des recommandations, évidemment. Bien sûr. Voilà, ça c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est s'assurer que le magnétiseur suit un code de déontologie.
Par exemple, dans mon cas, hein, la déontologie du GNOMA, c'est le magnétiseur ne remplace pas le médecin, il est complémentaire, donc on ne fait pas de diagnostic, on ne fait pas de prescription, on ne fait aucune promesse de guérison, et on ne fait pas arrêter les traitements. Autre point important, oui, bien sûr. Voilà. Ça paraît bête de le dire, mais effectivement, c'est essentiel, quoi. Autre point important, la personne reste habillée pendant la séance, bien sûr. Oui. Très, très important. Les enfants mineurs sont accompagnés par un parent. Voilà. Ah bah oui. Et qui est présent pendant la séance dans la salle. Qui est présent pendant la séance, exactement. C'est essentiel, bien sûr. Et dernier point pratique, les tarifs sont affichés et ils ne sont pas excessifs. Voilà. Oui, bon, bah écoute. Donc, voilà quelques recommandations. Pour ceux qui souhaitent. C'est transparent, quoi, voilà, c'est transparent. Il n'y a pas de. Tout simplement. Il n'y a pas de surprise. Et ceux qui voudraient avoir la liste des magnétiseurs du GNOMA, elle est disponible sur le site www.gnoma.fr. On mettra bien sûr le petit visuel parce que j'imagine que le GNOMA qui a été créé en 50 a sûrement un logo. Oui, tout à fait. Alors, j'aimerais terminer sur le message. Voilà. Le message que je souhaite faire passer. Le message. Voilà. Alors, en fait, j'ai un rêve. J'ai un rêve et c'est celui tout simplement d'une médecine qui soit intégrative. Et une médecine intégrative, alors c'est une médecine qui a été créée en fait aux États-Unis dans les années 90. C'est une médecine qui se veut, on va dire, plus humaine, plus globale, participative, relationnelle. Voilà, l'objectif de cette médecine, c'est vraiment de prendre en charge le patient dans sa globalité, de le rendre acteur de sa guérison en construisant une relation vraiment humaine avec lui. Et quel est le moyen principal de la médecine intégrative ? Eh bien, c'est justement de combiner le meilleur de la médecine conventionnelle avec le meilleur des médecines complémentaires, tout simplement. Donc concrètement, comment ça se passe ? C'est vraiment, on place la personne au cœur du processus et non plus la maladie, c'est la personne dans sa globalité. On construit un parcours de soins qui est vraiment personnalisé, coordonné, et on utilise vraiment les meilleures techniques, si possible prouvées scientifiquement, de soins d'un côté conventionnel et aussi complémentaire. Voilà, mon rêve, c'est vraiment cette complémentarité pour le bien-être et la santé de la personne. Bah, effectivement. Et encore une fois, moi je le dis, si la science s'y penche pas sérieusement, si elle ne met pas des outils en place qui vont permettre de mesurer des choses, parce qu'encore une fois, s'il y a de la chaleur, il y a une mesure, c'est obligatoire, enfin je veux dire, c'est physique tout simplement. Voilà, il faut que la science s'y mette aussi, parce que comme tu l'as dit, je pense qu'il y a aussi un grand ménage à faire malgré tout dans ces métiers-là, parce qu'il y a des gens qui sont là aussi pour faire de la thune sur le malheur des autres, comme dans tous ces métiers-là. Donc effectivement, plus il y a de science et plus il y a d'encadrement, et mieux c'est pour tout le monde, effectivement. Okay. Sylvain, bah écoute, merci beaucoup. J'ai passé un très bon moment, très enrichissant surtout. Oui, merci. Merci Sylvain. Là, c'est vraiment le type d'émission dont je sors en me disant, mais en fait, je sais pas grand-chose et ça me donne envie d'aller plus loin, quoi. Voilà, c'est ça qui est chouette, je trouve. Franchement, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Ouais, merci beaucoup. C'était riche, c'était enrichissant. Moi, j'ai appris plein de choses sur le sujet. Et c'est le but, de toute façon. Et je vous remercie aussi, Géraldine, Pascal, pour vos interventions. Avec grand plaisir, c'était vraiment un super moment. Oui, c'était très agréable. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis tout ça bientôt pour d'autres émissions. Oui. Et puis bientôt à Sylvain, mais sur d'autres cieux et sur d'autres domaines, bien entendu. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup, Sylvain. Et puis, ciao à tous. Ciao. Ciao. Salut.